Ravi de débuter cette journée en vous auditionnant dans le cadre de la mission d'information qui a été mise en place donc à la demande du président du Sénat, de Gérard Larcher, une mission d'information spécifique à la crise du logement, donc qui a demandé à la Commission des affaires économiques de se saisir de ce sujet. Donc nous avons débuté notre mission d'information que nous conduisons de façon transpartisane, comme on a souvent l'occasion de le faire au Sénat. Donc nous sommes 3 sénatrices. J'excuse d'ores et déjà l'une d'entre nous, donc qui est Amel Gacquer, qui est sénatrice centriste du Pas-de-Calais et qui aujourd'hui se trouve à Bruxelles et ne pouvait pas donc participer à notre audition. Viviane Artigalas, qui est à mes côtés, qui est sénatrice pour le Parti socialiste, le groupe socialiste et républicain, et sénatrice des Hautes-Pyrénées, et moi-même, donc présidente de la Commission des affaires économiques, sénatrice des Alpes-Maritimes, et pour le groupe Les Républicains. Donc cette mission d'information, nous l'avons débutée à la mi-décembre. Nous sommes pratiquement sur la fin, puisque nous comptons présenter notre rapport, enfin nous présenterons notre rapport à la Commission des affaires économiques le mardi 30 avril. Donc c'est tout proche, hein. On finit les auditions, on en a encore d'ici la suspension des travaux parlementaires, donc d'ici le 11 avril, avant que nous n'ayons à connaître le remaniement ministériel et que l'ex-ministre du Logement, Patrick Bergrit, donc, avait parlé d'un grand projet de loi sur le logement, qu'il annonçait même pour une date très précise, même si nous étions assez sceptiques, qui était le début d'avril. Nous nous étions dit que soit effectivement nous intégrerions certaines des mesures que nous proposerions dans la mission d'information, dans le rapport de la mission d'information, dans ce projet de loi, ce grand projet de loi logement, puisqu'à chaque fois qu'il évoquait ou qu'on évoquait avec lui un sujet, il renvoyait à ce grand projet de loi logement. Et puis on s'était dit... Sinon, bien évidemment, nous étions prêts à faire une proposition de loi. Donc, depuis, on a connu la formation d'un gouvernement, d'abord sans ministre du Logement, maintenant avec un ministre du Logement qui fait lui aussi quelques annonces, qui parle donc d'un projet de loi logement, non plus d'un grand projet de loi logement, mais d'un projet de loi logement dont serait saisi le Sénat en priorité, en premier, et qui devrait arriver dans la semaine du 25 juin en hémicycle, ce qui veut dire un petit peu avant, bien sûr en commission. Donc dans ce projet de loi logement, il dit bien évidemment par rapport aux annonces qui ont été faites par le Premier ministre, la question du logement intermédiaire au regard de la loi SRU, l'attribution des logements sociaux en remettant les maires au cœur du dispositif d'attribution des logements sociaux, sachant qu'ici, dès le mois d'octobre dernier, on a voté une proposition de loi qui allait dans ce sens, donc il y a déjà un certain nombre de mesures dont on espère qu'elles pourront être reprises. Et puis, il a évoqué, quand je l'ai rencontré, également quelques mesures de décentralisation, mais sans plus avancer sur ce que pourraient être ces mesures de décentralisation. Voilà, donc ça c'est le canevas ou ce dont on sait que le projet de loi pourrait ou serait susceptible de contenir. Donc on va voir, on va cheminer. Entre-temps, va enfin nous arriver la proposition de loi transpartisane Lemeur-Ichanise sur les meublés touristiques, parce qu'elle avait été votée à la fin du mois de janvier à l'Assemblée nationale, qu'on ne voyait toujours rien arriver ici au Sénat. Donc un grand nombre de nos collègues sur tous les bancs de l'hémicycle sont assez sensibilisés sur ce sujet et on commençait un petit peu à s'inquiéter du fait que potentiellement elle pourrait ne pas être inscrite ici à l'ordre du jour du Sénat. Donc on a eu une conférence des présidents la semaine dernière où la question a été ouvertement posée tant par le président Caner, président Gontard, moi-même, puisque j'avais posé la question dans l'hémicycle pendant qu'on débattait du projet de loi Habitat dégradé au ministre, qui m'avait assuré que cette proposition de loi viendrait bien très prochainement. Donc là on nous a répondu qu'elle serait inscrite, je parle toujours un petit peu au conditionnel parce que voilà, tant que l'ordre du jour n'est pas véritablement annoncé, dans la semaine du 20 mai. Sachant que nous avons voté, après des enrichissements qu'on a portés ici au Sénat, donc le projet de loi sur l'habitat dégradé, que nous ferons la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire demain après-midi. Donc ça, c'est les véhicules qui ont été de près ou de loin en lien avec le logement. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc on espère véritablement que certaines de nos propositions, au travers de toutes les auditions qu'on a voulu très très larges,
dans un spectre depuis des chercheurs, des experts, bien sûr tous les acteurs du monde du logement et de l'habitat, mais aussi dans le domaine de la finance, enfin des dispositions aussi fiscales, même l'OCDE. Enfin, donc on a élargi le plus possible le spectre et le champ de nos interventions. Donc aujourd'hui, nous sommes particulièrement heureuses avec Viviane de vous accueillir, donc d'accueillir Madame la Présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, Madame Christine Lecomte. Vous êtes accompagnée de Marjane Essamphar, vice-présidente, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de côtoyer aux entretiens d'Inexcuseta, et vous-même, Madame la Présidente aussi, et donc Monsieur François Rieusec, qui est président de l'Union nationale des aménageurs et qui est accompagné du délégué général Paul Meyer. Vous, mesdames, vous êtes également accompagné de Monsieur Mathieu de Vigler. Donc il me semble que quand on parle d'immobilier ou de logement, on ne peut pas le faire sans inclure ceux qui conçoivent le logement et plus généralement ceux qui imaginent la ville. Vous nous direz tout d'abord comment la crise que nous traversons touche vos métiers, réduit ou pas, mais je pense votre activité, et potentiellement pourrait conduire aussi à des licenciements et à des pertes de savoir-faire. Ensuite, Monsieur Rieusec, je souhaiterais que vous nous partagiez ce que vous retenez de l'étude que vous avez publiée à la fin de l'année dernière sur les besoins en logement d'ici à 2030. Pourquoi l'avoir fait ? Quelles sont pour vous les principales conclusions et comment avez-vous perçu la manière dont elle a été reçue? Je trouve personnellement qu'il s'agit là d'un sujet essentiel car il n'y a pas aujourd'hui, il faut le dire, de véritable consensus sur la question des besoins en logement et c'est d'ailleurs l'une des principales raisons des décisions qui ont été prises au cours de ces dernières années. Je voudrais enfin vous inviter à vous projeter vers l'avenir. Quelles sont selon vous dans vos secteurs les mesures à prendre pour s'attaquer aux causes structurelles de la crise? Parce que bien évidemment, il y a des causes conjoncturelles que l'on connaît toutes et tous, mais nous, ce que nous souhaiterions, c'est que aussi, bien évidemment, comment est-ce qu'on peut s'attaquer aux causes structurelles? Et si vous avez des mesures qui sont un petit peu décoiffantes, voire disruptives, n'hésitez pas à nous en faire part. Alors que le candidat Macron voulait créer un choc d'offres, qui a d'ailleurs été rappelé encore dans son discours de politique générale par le Premier ministre, et s'était engagé à ne pas créer de nouvelles normes de construction sur le quinquennat, c'est à un choc réglementaire que nous avons assisté. RE 2020, le ZAN, des interdictions de louer, pour n'en citer que quelques-unes. Comment enfin simplifier? Comment vous redonner des marges de manœuvre et de la capacité d'agir pour construire ou pour rénover les logements pour les Français? Voilà, je vous laisse la parole bien volontiers. Et puis je vous précise que notre audition fait l'objet d'une retransmission en vidéo sur le site internet et sur les réseaux sociaux du Sénat. Et ensuite, bien volontiers, Viviane Artigalas et moi-même, si besoin est, nous vous poserons d'autres questions. Donc je vous laisse la parole. Peut-être que je laisse la parole à Madame la Présidente et à Madame la Vice-Présidente. Monsieur le Président, vous êtes d'accord? Voilà. Alors, on vous écoute, Mesdames. Madame la Présidente, merci beaucoup. Peut-être déjà revenir sur la question de la crise que nous, on analyse comme étant une crise bien plus multiple qu'une simple crise du logement. Effectivement, c'est une crise qui est à la fois financière, économique, sociale, et sociale aussi parce que bien qu'il y a un manque de logement croissant, il y a aussi derrière tout un nombre de crises dont on ne parle pas trop, qui est le vieillissement de la population, le parcours résidentiel des Français, mais également toutes les crises écologiques qui sont beaucoup plus présentes et beaucoup plus visibles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 5, 10, 15 ans, si tant est que les causes de ces crises étaient déjà en route. Et dans écologique, on parle des ressources, de la biodiversité et du dérèglement climatique, avec un besoin à la fois d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans la construction. Je ne vais pas vous rappeler les pourcentages mondiaux de ces émissions dans le secteur du bâtiment et du logement, mais également dans l'adaptation des logements face à des mesures qui pourraient être plus 4 degrés et donc au confort des Français face à cette adaptation. Du coup, on ne peut pas imaginer que la réponse soit la même que celle qu'on apporte depuis des années, c'est-à-dire une relance uniquement sur le besoin de construction neuve, si tant est qu'il ne faut pas oublier cette construction neuve, mais qui représente à peu près 1% du stock. Donc on a besoin d'être sur un élargissement
de cette façon de penser la réponse à la crise, bien plus complexe et bien moins standardisée, bien plus territorialisée, en apportant des outils aux acteurs et notamment aux architectes, aux aménageurs et à tous les acteurs de la ville qui voient aussi eux-mêmes leur métier muter par des besoins qui vont du changement de matériaux, par exemple. On doit travailler sur des filières locales, du réemploi, que sur les formes urbaines. On doit être beaucoup plus sensible en amont, en accompagnement des élus, que finalement sur les montages financiers et ce qu'on peut apporter pour permettre en fait finalement d'avoir une forme d'accompagnement et d'outils permettant aux particuliers et à tous les investisseurs d'avoir des moyens de faire. Donc, pour les architectes aujourd'hui, il y a deux paradigmes. En même temps, effectivement, nous sommes touchés par cette crise, notamment les cabinets qui travaillent avec la promotion privée, il faut le dire, notamment parce que finalement le modèle économique de la profession privée et le ralentissement des ventes favorisent finalement une dégradation de la commande. Mais en même temps, on a des architectes qui, depuis une dizaine d'années, ont considérablement ouvert leur champ d'action sur la réhabilitation face aux besoins et donc aujourd'hui ont besoin que finalement les politiques publiques permettent aux investisseurs de réouvrir le panel des aides beaucoup plus largement que sur un seul champ d'action qui serait la promotion privée. Donc finalement l'ouverture à cette façon de faire est extrêmement importante. On est dans un changement de paradigme où on ne peut plus être que sur le stock mais également sur le flux de logements et le parcours, mais on est également sur une notion que le stock n'est pas que le neuf et qu'il y a d'autres manières de construire, de produire du logement sans construire et d'autres façons de construire sans s'étaler. Et donc dans une deuxième partie, j'aimerais pouvoir vous exposer un petit peu ce qu'on imagine pour ça et quels sont nos besoins à nous. Je n'ai pas précisé en introduction que le Conseil de l'Ordre des architectes représente l'ensemble des 30 000 architectes français, que nous sommes sous tutelle du ministère de la Culture et que nous avons ici une mission d'intérêt public, non pas syndical et corporatiste, mais bien d'intérêt général face aux besoins des Français. Ce parcours résidentiel et ce stock nous amène aussi à penser et à repenser l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'on a, à travers cette crise du logement, de multiples facteurs. Je pense qu'il ne faut pas imaginer qu'on puisse simplement s'attarder sur construire plus. Mais il faut regarder aussi l'état du stock actuel, la vacance que nous avons dans nos territoires, le sous-peuplement que nous avons dans certaines catégories d'habitat. Je n'ai plus en tête exactement les chiffres de l'INSEE, mais sur la question du ratio entre l'habitat dans la maison individuelle, le nombre d'habitants par rapport au nombre de maisons individuelles en France, et la projection qui est faite de se dire que finalement, on a finalement un stock de maisons qui est très large et qui demande peut-être qu'on construise d'autres typologies de logements pour conserver un ratio qui nous permette de loger tout le monde et d'assurer ce parcours résidentiel, notamment pour les personnes âgées qui souvent ont besoin d'autres types de logements sur la partie, on va dire, de fin de vie, tout en restant dans leur environnement. Et c'est là où on va avoir des questionnements sur la ville, etc. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Marshall? Non, tu as dit beaucoup de choses. Effectivement, il faut savoir que déjà en 2020, 87% des architectes déclaraient faire de la rénovation. Aujourd'hui, ils sont en marche pour faire de la transformation, la surélévation, de la densification, mais surtout la demande qui vient beaucoup des collectivités, c'est une compréhension de la situation, beaucoup de mutualisation. Parce qu'effectivement, dans le cadre aussi du zéro artificialisation nette, nous avons tous compris que notre assiette foncière est limitée, qu'il va falloir qu'on apprenne à partager les espaces qu'on crée ensemble. Ça, ce sont les enjeux aujourd'hui pour nous, les architectes. La plupart des agences d'architecture sont dans une logique de recherche et de développement. Et effectivement, dans ce sens, de pouvoir adapter les règles, participer à faire des propositions pour adapter les règles, les DTU qui devraient être adaptés aussi à ces transformations et ces rénovations.
Et un point de vigilance quand même qu'on a, c'est sur la question de la qualité. Parce que qui dit simplification, il ne faut pas que ce soit des adaptations simplistes et qu'on ne se retrouve pas à faire les erreurs du passé. Et aujourd'hui, la prise de conscience des Français quant à leur logement n'est pas conjoncturelle, c'est juste qu'ils se sont fait enfermer dans leur logement plus longtemps suite au Covid et qu'effectivement ils ont réagi à la non-qualité de leur logement et qu'il va falloir quand même avoir conscience que les règles et les normes ont été mises en place aussi pour éviter de faire des erreurs sur l'absence de qualité. Donc, il faut réviser nos façons de faire, certes, mais faisons attention à ne pas défaire des règles qui sont là pour améliorer les conditions de vie des Français. Il faut les adapter aujourd'hui, ces règles-là, parce qu'on fait moins de neuf. Et nous, il faut qu'on adapte, nous les architectes aussi, nos modèles économiques et qu'on accepte qu'on ne peut plus avoir des monoclients, travailler qu'avec des clients privés qui veulent faire du neuf et qu'on refasse notre boîte à outils, d'où cette recherche et développement qui est en place aujourd'hui. Peut-être pour conclure, dire aussi qu'on on est dans un moment qui est assez difficile à vivre pour tout le monde, mais qui est aussi très enthousiasmant, dans le sens où on a eu un urbanisme pendant 40 ans qui a beaucoup divisé et beaucoup travaillé en zoning. On a fait des zones commerciales, des zones industrielles, des zones pavillonnaires, et on a séparé les gens. Et aujourd'hui, en fait, cette question de la densification remet l'idée d'un projet collectif au centre de la fabrication de la ville. Et pour nous, ça veut dire réparer tous ces espaces et permettre, par exemple, que des personnes qui se sentent loin des services et qui doivent prendre leur voiture pour accéder aux équipements puissent avoir, dans ces secteurs-là, passer d'une zone à un quartier. Et donc, pour nous, il y a un vrai enjeu de travail en amont auprès des pouvoirs publics pour garantir finalement cette qualité de vie. C'est-à-dire, pour nous, pas de densité sans qualité, parce qu'elle ne sera pas acceptée. Et donc, il faut finir les modèles qui disent d'un côté le logement collectif en cœur de ville, pas très beau, pas très bien, mono-orienté, où on n'aurait pas d'accès à la nature, mais par contre, on serait proche des services. Et puis, de l'autre côté, le pavillon où la vie serait merveilleuse, etc., mais on serait loin de tout, et donc on prendrait sa voiture, et donc ça pose des questions autres, mais vous les voyez très bien. Et donc en fait, ce qu'on affirme aujourd'hui, et ça on en est sûr, puisque nos confrères et nos consoeurs l'ont déjà prouvé sur le terrain, quand il y a un bon accompagnement et une bonne prise en compte des élus avec les élus locaux, mais également dans les écoles d'architecture, on peut réouvrir la typologie des typologies architecturales. Il y a une diversité de typologies qui existent et qui sont qualitatives pour la vie en commun et en collectivité, qui apportent l'intimité nécessaire et la relation à la nature que chacun a besoin tout au long de sa vie, mais qui rapproche aussi des services et nous permet en fait de pallier au triptyque qui est essentiel: mobilité, travail, habitat. Et donc pour nous, la question de pouvoir retravailler sur le projet, et là j'appuie les paroles de Marjane, c'est vraiment simplification sans précipitation. Et ça, c'est essentiel. La notion d'embarquer tout le monde dans ce projet va être essentielle, parce que il ne faudrait pas que les Français soient exclus de cette fabrication d'une ville nouvelle grâce autour de la ville existante, mais qui leur fasse penser qu'on va les priver de ce lien social. Aujourd'hui, en fait, cette opportunité dans la crise est de refabriquer ce lien social spatialement. Et donc, on a vraiment des enjeux à cet accompagnement des élus en amont, à ce travail en proximité, mais également au niveau de l'aménagement du territoire. Et on finira peut-être par ça, pour laisser la parole à M. Rieussec, avant peut-être de revenir sur des propositions. Un énorme enjeu est cette question d'aménagement du territoire. Si je prends uniquement, par exemple, la question du trait de côte, ça va toucher 900 000 personnes et 1,5 million de personnes et 900 000 bâtiments. C'est une question de crise aussi, qui
touchera le logement de beaucoup de monde. Et donc, on ne peut pas l'exclure. C'est-à-dire que la question de l'aménagement du territoire dans les 10, 20, 30 ans, aujourd'hui, il faut la prendre en compte. Où est-ce qu'on peut encore construire beaucoup? Où est-ce qu'il va falloir construire moins pour des questions de gestion de l'eau, d'inondation, de retrait gonflement d'argile? Tout ça est beaucoup plus difficile que la ville facile qu'on a eue en se disant on peut s'étaler, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il faut prendre ces paramètres en compte. On attend de la stratégie de planification autour de M. Antoine Peillon quelque chose, mais je pense qu'économiquement, il y a un vrai enjeu de structuration pour permettre après que chaque territoire au niveau régional puisse avoir aussi ces enjeux de filière de matériaux, de façon de construire. En fait, tout un dispositif économique qu'il va falloir reconstruire, qui est nouveau, des matériaux au territoire et aux façons de construire. Voilà. Très bien. Merci déjà à toutes les deux pour ces propos. Monsieur Russek, je vous écoute. Merci. Merci Madame la Présidente. L'UNAM, l'Union nationale des aménageurs, regroupe les professionnels qui créent des quartiers, toujours des opérations structurées et structurantes, qui s'inscrivent dans la planification urbaine, SCOT, PLU, désormais SRADET. Et donc nous sommes en permanence en négociation avec les collectivités locales pour penser précisément des nouveaux quartiers avec des nouvelles fonctionnalités, des typologies adaptées aux demandes des citoyens. Nous insistons sur le fait du respect des besoins et des demandes, et c'est pour ça que Paul Meyer, après moi, présentera l'étude dont vous avez parlé. Donc avec également un modèle économique qui nous a permis de financer les équipements publics des collectivités territoriales. On a fait énormément dans les opérations, des écoles, des gymnases, des stations d'assistance, etc. Enfin bref, nous avons eu ce grand développement de notre territoire grâce à l'aménagement. Et je voudrais tout d'abord faire dans ce diagnostic en première étape un petit peu le procès d'un impensé urbain. Depuis plus d'une cinquantaine d'années, la croissance de notre population, on a eu 17 millions d'habitants de plus en 50 ans, entre 1968 et 2018. Or, ces 17 millions d'habitants ont été logés non pas dans les cœurs de métropole, mais dans les périphéries et dans ces villages qui sont devenus des villes moyennes. Il y avait 31 communes de plus de 100 000 habitants en 1968 qui regroupaient 9 millions d'habitants. Eh bien, figurez-vous que 50 ans après, ces 31 communes regroupent toujours 9 millions d'habitants, alors que nous avons eu cette croissance extraordinaire de 17 millions d'habitants qui s'est répartie sur ces couronnes ou des villes moyennes. Et deuxième point important de l'impensé, c'est que 2/3 des citoyens vivent en individuel. Et on est passé de 25 mètres carrés par habitant en surface de logement moyen en 1968 à 42 mètres carrés en 50 ans plus tard, 2018. Voilà. Donc si vous voulez, on a eu cette énorme amélioration des conditions de vie, du cadre de vie de nos concitoyens. Et en même temps, on a eu une forme d'impensé qui fait que depuis un certain nombre d'années, on a refusé à nos concitoyens le droit de se loger selon leurs désirs. Ce qui fait que nous avons connu un phénomène de dispersion. Donc on a eu des restrictions foncières de quartier. Notre métier a perdu du chiffre, on peut le dire, et au profit de la division foncière à l'unité, c'est-à-dire cette dispersion sur tout le territoire qui a créé le phénomène gilet jaune. Et c'est la division à l'unité de construction individuelle qui a créé ce phénomène de gens perdus derrière le champ, au bout du tuyau, parce qu'on n'a pas voulu penser des quartiers ou continuer de penser des quartiers dans ces couronnes urbaines qui ont accueilli pendant tant d'années ces nouveaux citoyens. Et donc actuellement, toutes ces réglementations dont vous avez parlé, qui répondent à des crises, crise environnementale, crise économique, crise énergétique, etc. Enfin bref, continue de durcir les facteurs aggravants de la crise et qui correspondent à cet impensé.
Voilà. Alors, je cède la parole à Paul qui va présenter très rapidement notre étude. Oui, pour vous donner un peu sur les besoins. Ces éléments. Et donc, pour répondre à votre première question, en effet, mesdames les sénatrices, pourquoi avons-nous fait cette étude? Parce qu'en effet, on a régulièrement des études qui nous disent qu'il faut tant et tant de centaines de milliers de logements par an. Je commencerai d'abord par situer cette étude par rapport aux autres études qui peuvent exister. Je vois qu'on vous a remis les documents de présentation. Vous verrez une slide en page, une feuille en page 12 qui compare les différentes études qui peuvent être faites par la Fondation Abbé Pierre, par Paris Dauphine, par l'ESCP Junior Conseil, par l'USH notamment, qui sont toutes des études très justes. On met ce comparatif uniquement pour vous montrer que la force de l'étude qu'on propose n'est pas le chiffre. Vous verrez qu'elle est assez sobre dans les besoins qu'elle fait apparaître. La force de cette étude, c'est de bien détailler la typologie de logements dont on a besoin et de les territorialiser. Parce que c'est cet élément, c'est cette finesse de trait qui manque pour avoir une juste décision. Si le président Rieussec a commencé son analyse en rappelant l'impensée urbaine qu'on a connue ces 20 ou 30 années, c'est précisément parce que justement on a voulu nier un besoin ou se faire à l'idée d'une illusion, celle que les grandes métropoles accueillaient dans leur cœur non seulement la dynamique économique, ce qui était vrai, mais aussi la dynamique démographique, ce qui était faux. Et c'est comme ça qu'on a oublié un certain nombre de territoires et qu'on a eu ce qu'on décrit justement comme une spécialisation des espaces, d'un côté du logement, de l'autre de l'emploi, de l'autre du commerce, ce qui a tué nos petits commerces. Et c'est un ancien adjoint au commerce et au développement économique qui le dit, ce qui a aussi mis en péril évidemment le lien social, ce qui a conduit aussi à une aberration en termes de transport. On connaît le cauchemar que vivent les pendulaires dans les bouchons aux portes des grandes agglomérations. Voilà. Et donc notre premier point, c'est de dire ne pas se tromper sur le diagnostic pour agir juste. Et ce que fait apparaître cette étude concrètement, alors vous l'aurez en détail et je pourrais prendre le temps de la présentation, mais tel n'est pas l'objet aujourd'hui. Ce que fait apparaître cette étude, c'est d'abord une artificialisation modérée du territoire français. C'est vrai qu'on entend régulièrement qu'on artificialiserait de manière extrêmement massive aujourd'hui en France au regard de ce qui se fait dans les autres pays européens. La comparaison avec l'ensemble des pays industriels comparables que nous pouvons connaître, que ce soit le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne par exemple, eh bien il n'y a pas. On est largement en dessous en termes de chiffres d'artificialisation de tous les pays européens comparables. Vous pouvez regarder le petit comparatif qu'on a fait sur la page 6 de notre présentation, qui rappelle aussi que non seulement nous sommes sobres au regard des pays comparables, nous le sommes d'autant plus qu'on est un des rares pays par rapport à ceux que j'ai pu citer auparavant qui a maintenu une forte démographie ces dernières années, contrairement aux autres pays européens qui ont largement souffert de la question. Je pense notamment à l'Allemagne, dont la décroissance démographique vient de loin. Et rappelle aussi que notre pays est le plus proactif en termes de réglementation. On a la réglementation la plus forte, contrairement à d'autres pays. Alors là aussi, très bien d'être mis en exemple, mais espérons que les autres pays, y compris des pays dirigés par des progressistes, soient aussi capables de se mettre en cohérence avec ces exigences environnementales. Là aussi, la cohérence européenne, on l'a vu sur d'autres sujets d'actualité, se fait ressentir fortement. Donc, une artificialisation modérée du territoire. 2, une autre fausse bonne idée ou réponse facile qui est de dire finalement un logement vacant est égal à un logement disponible. La première des choses, c'est de rappeler qu'un logement vacant, au moment du recensement de la vacance, c'est un instant T. Donc, quand bien même le logement est vacant, ne serait-ce qu'un jour entre deux locations, il est considéré comme vacant. 2, leur localisation n'est pas toujours la bonne, que dis-je, est souvent la mauvaise, donc ne correspond pas aux besoins en termes de cohérence, de bassin de vie, mais aussi du coup de défis sociaux et environnementaux. Il ne correspond pas forcément, là aussi, ce logement vacant à la typologie disponible. Si j'ai une famille de 5 personnes, je peux lui proposer une maison dans une ville-rue au milieu d'un département qui n'a pas de demande et beaucoup de vacances. Ça ne correspondra pas.
Et donc, on a besoin de mettre en face ces réalités. Donc, l'idée de l'étude, c'est de sortir un peu de la comptabilité feuille Excel vue depuis Paris en disant tant de logements vacants, tant de logements disponibles. La même logique vaut pour la reconversion des friches, puisque les aménageurs de l'UNAM reconvertissent massivement des friches. Aujourd'hui, nos aménageurs sont très engagés dans la reconversion de l'ensemble des friches possibles. Alors, premier point, eh bien, que l'État et ses satellites mettent à disposition les friches qu'ils peuvent avoir sous la main, surtout quand on est dans des espaces urbains cohérents. Je pense aux friches de l'armée, je pense aux faisceaux ferrés ferroviaires. J'ai quelques exemples concrets en tête à cet égard. Donc même avec tout le travail qu'on fait sur la reconversion, elles ne suffiront pas ou ne sont pas localisées au bon endroit. Puis dernier point, la baisse de la démographie ne réduit pas le besoin en logement. Là aussi, vous le savez comme élu, c'est les mécanismes humains et sociaux qui font tout, pas comptables. Et aujourd'hui, les phénomènes de desserrement, de décohabitation, comme le disaient nos collègues, par exemple le fait de rester plus longtemps célibataire, le fait de vieillir plus longtemps dans son domicile, font qu'on a besoin de plus en plus longtemps dans sa vie de logements seuls. Et donc, voilà, les familles recomposées aussi également, qui font qu'on a un appel en termes de besoins. Voilà pour ce que sont les analyses massives. Je vous ai mis quelques slides, notamment avec le focus de la Bretagne, qui montre bien que la vacance et que les tailles moyennes de ménage ou les besoins en foncier ne se recoupent pas. Et donc, on ne pourra pas faire juste un jeu de bonneteau et faire rentrer dans une logique de vase communicant l'un dans l'autre. Et enfin, encore une fois, cet effet qui montre que finalement la part de la démographie sur les besoins qu'on peut avoir en France, si on estime un besoin annuel entre 380 000 et 426 000 logements par an en production, on voit que l'effet démographique là-dedans ne pèse finalement que pour 52 000. Donc on voit qu'il est très largement minoritaire. J'ajoute que cette étude, nous l'avons réalisée uniquement en tirant les perspectives de l'INSEE, sans faire de paris sur des politiques publiques qui seraient menées, puisque à l'horizon de 2030, on sait que, les politiques publiques n'auront que peu d'effets à un horizon si court, puis deux, si on parle des logements vacants, je le disais, j'ai été élu pendant longtemps, d'abord on disait on va réquisitionner les logements vacants, ensuite on a dit on va faire une taxe aux logements vacants, finalement je crois qu'on en est à donner une subvention lorsque les logements sont remis sur le marché, ce qui là aussi n'est pas tout à fait satisfaisant et ne produit pas de chiffres efficaces en termes de masse. Voilà pour vous faire un court résumé de ce qu'est notre étude et de ce qu'elle laisse apparaître. Alors, pour terminer sur cette première approche macro, notre métier souffre de la crise comme les autres métiers. Donc on est bien à moins 40, moins 50% depuis 18 mois de production. Avec la particularité, c'est que dans nos opérations qui ont toujours une part de logement social, si l'opération ne démarre pas parce que le logement libre ou d'investisseurs n'atteint pas les ratios de précommercialisation, on ne démarre rien. Et donc, on est bien aussi en sous-production de logement social, alors que les sociaux ont les financements. Donc, on est un peu dans une situation très complexe. Et puis, pour terminer sur cette présentation macro sur les chiffres, hors crise, il n'y a pas eu depuis 35 ans, depuis 91, la dernière grande crise immobilière de la guerre du Golfe, il n'y a pas eu de surproduction, il n'y a pas eu de crise de surproduction. Tous les logements neufs qui étaient construits étaient pré-commercialisés avant d'être mis sur le marché, avant d'être démarrés. Donc dire qu'on va baisser la production parce qu'il y a du logement vacant à récupérer, etc., si vous voulez, c'est une vue de l'esprit qui ne correspond pas du tout à la réalité des besoins et de la souplesse, de l'intelligence collective. L'intelligence collective, nous sommes plusieurs milliers de professionnels entre promoteurs, aménageurs, constructeurs, maîtres d'œuvre, enfin nous sommes plusieurs milliers de professionnels à avoir cette intelligence collective des territoires et d'adapter notre production à la demande. Et c'est la base de la démocratie que de permettre aux professionnels, à la liberté du marché, de permettre de répondre aux demandes des citoyens. Voilà, ça c'est un point très fort.
Nous avons deux types de propositions, tout à l'heure on y reviendra. C'est d'une part sur l'offre foncière et désormais l'acceptabilité des citoyens et des collectivités, et puis évidemment des questions sur les financements, puisque c'est là-dessus qu'actuellement nous butons. Paul ? Oui, peut-être un point également important sur les opérations d'aménagement, c'est important de le rappeler, effectivement, elles sont pour nous à la fois garantes de mixité sociale, le président vient de le dire, puisque dans l'opération d'aménagement, on a forcément une part de logement social, elles sont porteuses d'équilibre des territoires et de respect environnemental, on le disait, sur le fait de relocaliser des services, de faire des lieux de socialisation, d'éviter un certain nombre de transports, mais c'est aussi une solution pour faire accepter des projets dans une période, et vous le savez comme élus locaux, où l'acte de bâtir ou de rénover d'ailleurs est de plus en plus contesté, dès qu'on a des travaux, et donc pouvoir avoir des formes urbaines diverses. Et c'est pour ça que dans cette période, il faut dire les mots, on n'a pas de mixité sociale si on n'a pas de mixité des formes urbaines. Si on n'a pas à la fois de l'appartement, de l'immeuble, de la maison, eh bien on n'a pas une mixité sociale qui peut se faire en réalité. Ça ne dépend pas de la manière dont est classé le logement. Et au-delà de ça, on n'a parfois pas de projet du tout. Vous savez, la maison individuelle a été sortie du prêt à taux zéro. Le problème, c'est que dans certaines opérations, on dit du coup, il n'y aura plus que des immeubles. Sauf que quand le maire voit ça, il dit il n'y aura plus rien du tout. Et donc, il faut aussi mesurer à quel point on a un point d'équilibre dans l'acceptation des projets, mais dans l'équilibre social qu'ils peuvent revêtir. Puis le dernier point qu'on veut aussi faire apparaître aujourd'hui, c'est que les opérations d'aménagement, on le disait, en ne spécialisant pas, elles sont aussi des outils pour agréger et connecter des solutions pour le développement durable et la transition environnementale. Concrètement, on va connecter ici du gaz vert, un méthaniseur. On va pouvoir connecter une éolienne qui serait à proximité, des panneaux photovoltaïques, déployer des solutions de mobilité partagée comme Cities par exemple ou Ecov qui vont permettre avec de l'autopartage d'alimenter des territoires qui sont un peu plus en difficulté et de faire de la planification, de la pensée urbaine et d'éviter ce qui est le risque, et donc on commençait par là, c'est-à-dire l'impensé, c'est-à-dire de dire non, il n'y a pas de besoin, oui, il suffira de remonter de quelques étages, il faut le faire, il suffira de rénover massivement, il faut le faire, il suffira des friches, il faut les mobiliser, mais si on se limite à ça, on est dans le déni, et le déni, ce sera donc une construction par-ci, une construction par-là, avec une performance environnementale, sociale et économique désastreuse. Merci. Est-ce que vous voulez nous exposer vos propositions? Puis après, on réagira si vous le voulez bien. Oui, alors on a déjà un petit peu abordé tout à l'heure, effectivement, mais je peux préciser. La première chose, c'est qu'effectivement, on a besoin de construire, on a besoin de fluidifier la construction, mais on sait qu'il faut éviter de continuer de s'étaler. Donc on va devoir repenser les modèles un petit peu économiques de ce qui nous permet aujourd'hui de construire en artificialisant beaucoup moins. La biodiversité, la gestion de l'eau, la question des inondations, la question de la relation à la nature et des apports de la nature dans les villes est devenue primordiale et tout le monde le sait. Les agences de l'eau d'ailleurs financent la désartificialisation, donc on le sait, on sait qu'il y a ce besoin-là. Donc pour nous, il faut mobiliser tous les interstices de quartiers peu denses, il faut s'appuyer sur le renouvellement urbain, la régénération des friches, renforcer l'offre de logement social, effectivement, moins consommateur d'espace. Et donc pour faire ça, il y a forcément un besoin de passer d'un urbanisme qui a été beaucoup d'opportunités depuis 40 ans, c'est pour ça que le mot impensé urbain, moi je le mets vraiment dans cette logique-là, à un urbanisme de projets réalisés avec des concepteurs, architectes, urbanistes, paysagistes, avec les élus locaux pour les villes et pour fabriquer ces récits de territoire. Parce qu'effectivement, on va devoir moins s'étaler, donc on touche à quelque chose qui est déjà existant, dans lequel il y a des gens qui habitent déjà, des habitants, et pour qui c'est compliqué de voir apparaître une forme de densification, où parfois même, nous, dans les villages, on ne densifie pas, on soustrait, c'est-à-dire on retire des bâtiments pour redonner de l'espace et redonner aux gens envie de venir vivre. Et cette façon de faire du projet, en fait, aujourd'hui, on l'a peu, on ne l'a pas,
ou alors on l'a conditionné à des approches économiques très fermées qui ne permettent pas d'avoir une vision de projet pour les élus en amont. Et donc, il y a quelques jours, la Fondation pour la Nature et l'Homme et la Fondation Abbé Pierre ont fait la même préconisation que nous, renforcer les moyens financiers et humains des ingénieries territoriales avec les crédits du Fonds vert pour permettre justement cette fabrication des projets en amont. Ces récits en fait de façon de vivre les territoires, on ne vit pas pareil à Toulouse, à Vire en Normandie ou dans certains départements d'outre-mer. Et puis je voulais dire quelque chose, c'est que la vacance, quand il y a du projet, on peut faire des choses très très belles. Je reprends l'exemple de Pointe-à-Pitre, la rue principale de Pointe-à-Pitre où un de nos confrères a réhabilité une maison de cœur de ville, et en voyant la réhabilitation qu'il a fait avec cette maison qui n'aurait permis à personne de se projeter quelques mois avant, toutes les maisons de la rue ont commencé à être réhabilitées. Parce qu'en fait, il ne faut pas qu'on lâche l'idée que l'architecture et le projet, ça fonctionne. On l'a un peu perdu. Il faut se rappeler quand même que dans la maison individuelle, les architectes n'agissent que pour 15%. Donc le territoire français aujourd'hui, dans la façon dont il a été fait, manque de forme de qualité architecturale. Et ça, c'est compliqué parce qu'effectivement, on est souvent en dernier dans la chaîne, c'est une filière très longue, avec peu de capacité finalement de zoomer, dézoomer, c'est-à-dire de se repencher sur un projet global pour revenir à l'échelle de la parcelle. Et si vous donnez la possibilité à l'architecte d'être uniquement à la parcelle, il ne peut pas travailler, c'est impossible. Et même, on ne peut pas imaginer dans la densification de faire des choses qui vont permettre aux quartiers et aux habitants déjà là d'avoir envie qu'on densifie. Parce que si on densifie uniquement en faisant une étude de faisabilité capacitaire, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye de voir combien de logements au maximum on peut rentrer dans une parcelle, on ne pense pas aux gens qui sont à côté, qui avaient peut-être utilisé ce terrain pour aller à l'école, avaient une vue sur un arbre, enfin avaient ce qui leur donnait la qualité de vie. Et donc aujourd'hui, ce travail de concertation avec les habitants, cette façon de faire la ville avec eux, que ça soit dans la rénovation, dans le neuf, dans la régénération, il y a une place qui est nécessaire pour la maîtrise d'œuvre en amont. Et ce qui nous permettra effectivement de travailler sur les deux leviers principaux qui sont effectivement artificialiser moins et en travaillant sur tout ce que je disais, les interstices, etc. Et deuxièmement, construire, créer des logements sans construire. Et là, ça paraît effectivement compliqué, mais ça existe et on le fait. On le fait dans toutes les situations urbaines. On sait le faire, que ça soit pour redynamiser un centre-ville, un centre-bourg, ou que ça soit pour reconvertir des bureaux en logements aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est une facilité pour le faire, c'est un accompagnement des élus en proximité et c'est une présence en fait de l'architecte de A à Z. C'est-à-dire d'être en capacité d'accompagner et de permettre ça. Avant de laisser la parole à Marjane qui va compléter, je dirais que sur la rénovation principalement, la problématique c'est l'investissement. Aujourd'hui, on a énormément d'élus locaux et de particuliers et d'investisseurs qui nous disent voilà, j'ai repéré ça, mais en fait, je ne sais pas comment équilibrer mon opération. Et quand on regarde, nous, on est en capacité, sur ces opérations-là, la plupart du temps, de créer des logements, des beaux logements, parfois avec des matériaux beaucoup plus nobles que ce que l'on fait dans la construction neuve aujourd'hui, et même en densifiant ces parcelles. Et j'ai l'exemple à Aurillac d'un architecte qui a densifié une parcelle, qui a créé un logement pour ses parents vieillissants de plein pied en arrière et qui a permis de rénover 5 logements en centre-ville de qualité pour des travailleurs au parcours résidentiel où il n'y avait pas de logement. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment cette question de pouvoir donner les moyens de faire des projets. Et ça, c'est très compliqué dans la chaîne d'acteurs et dans la faisabilité actuelle. Oui, si je m'appuie sur les chiffres de M. Rieussec, effectivement, les 17 millions d'habitants en plus qui habitent dans les villes moyennes, ce sont des concitoyens qui ont aujourd'hui besoin qu'on les accompagne dans la mutation de leur façon de vivre. Effectivement, suite à la crise des Gilets jaunes, ce qui a été révélé, c'est pas, contrairement à ce qui a été caricaturé, c'est pas le pavillon, le fait d'avoir une maison individuelle qui est en cause. C'est que dans des terrains pas chers, des maisons pas chères ont été construites pour des gens qui n'avaient pas les moyens, qui ont dû se mettre en périphérie, très lointain des villes.
et qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à chauffer ces maisons. Ils n'arrivent pas, le prix du carburant n'est plus abordable et donc ils ne peuvent plus faire une heure aller, une heure retour pour aller travailler, emmener les enfants à l'école. Et donc, il y a un accompagnement aujourd'hui à faire. Quand on a parlé de densification douce, tout de suite, on a pensé qu'on proposait de faire 2 maisons sur la même parcelle. C'est plus compliqué que ça. Ce qui manque dans ces villes moyennes et périphériques, c'est les services, l'accès aux services. L'accès aux services à pied, l'accès aux services par les transports collectifs. Et donc, les propositions qu'ont fait beaucoup d'architectes sur lesquels on travaille, un peu à l'image du béguinage qui existe dans le Nord, c'est effectivement de pouvoir réduire... déjà, les maires sont en train de changer les PLU. Les PLUI sont en train de changer les règles. La taille des parcelles, on arrive à les faire plus petits. Pourquoi ? Pour pouvoir donner les bouts de parcelles, pour faire des structures en commun, pour mettre en partage et mutualiser des services qui manquaient dans ces zones-là, donc des zones pure habitation. Donc ça, c'est vraiment une mutation qu'on est en train d'accompagner et qu'il faut être force de proposition et on est en train de le faire pour pouvoir aider. L'autre chose qui est proposée aujourd'hui, dans le cadre de la rénovation de ces pavillons qui ont été construits vraiment à minima, aujourd'hui, on ne fait pas que de l'isolation. Il va falloir aussi travailler sur une extension dans le cadre, par exemple, on dit vieillissement de la population. Effectivement, il y a une personne qui vit dans une grande maison et qui aimerait bien aujourd'hui vendre, aller vers un centre-ville, avoir plus d'accès, mais ne peut pas le faire parce que la qualité de son logement n'est pas à la hauteur et ne peut pas vendre comme il aurait aimé. On peut l'accompagner à l'isoler, mais aussi à faire une extension. Et c'est là où les lois doivent aussi progresser en France, dans le sens où aujourd'hui une réhabilitation est à TVA réduit, mais pas une extension. Une extension est considérée comme du neuf. Et donc, c'est ce qui fait que ça ne rend pas forcément rentable cette action-là et que ça pose des problèmes pour les professionnels qui veulent aider à accompagner ces personnes âgées. Pour certains, légitimement, qui ont envie de rester là, mais utiliser leur extension pour une location, pour que leur accompagnement soit sur place pour les aider, faire venir un étudiant ou autre. Donc ça c'est vraiment le fond du travail de densification douce qui méritait un peu de précision. L'autre chose, il faut traduire le besoin, l'envie des Français d'avoir une maison individuelle. Cette envie, c'est quoi ? Cette envie, c'est de ne pas avoir une mitoyenneté médiocre, ne pas subir les bruits, ne pas subir le voisin. En fait. Et deuxièmement, c'est d'avoir accès à un extérieur. Tout ça, on peut les traduire autrement et aussi renforcer la qualité de ces mitoyennetés qu'on construit et arrêter d'aller vite, vouloir justement dans la simplification, vouloir enlever des freins à faire une extension de qualité à ces logements-là. Donc les solutions existent, ce sont des solutions d'accompagnement, des politiques qui ont été mises en place du type Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, le fonds Friche, etc., vont dans le bon sens. Maintenant, à nous de les utiliser à bon escient et accompagner les citoyens sans les caricaturer, sans les montrer du doigt et leur montrer de les aider à faire cette mutation vers une vie plus agréable. Arrêter de penser le logement de manière isolée, penser le logement comme un habitat dans un quartier et recréer les quartiers de demain et sortir de ce système de zoning. Merci. Monsieur le Président Rieussec, vous voulez... Oui, alors nous avons 7 propositions, Madame la Présidente. Je dirais que tout d'abord, nous traversons une crise, nos acquéreurs, enfin les classes moyennes, traversent une crise financière importante et il faut un prêt à taux zéro pour tous. C'est le point simple. Qui permettra également de relancer l'activité et de faire rentrer la TVA. Paul, vous voulez... Oui, sur le prêt à taux zéro, parce que c'est important. Ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'exclusion de la maison individuelle, et je trouve qu'on parle beaucoup quand même de cette question, et j'ai l'impression qu'on y met beaucoup de culpabilité aujourd'hui. Sortir la maison et la stigmatiser du prêt à taux zéro, c'est quelque chose d'assez violent et très paradoxal. Alors, je dis aussi parce que
moi, je veux bien qu'on explique la sobriété heureuse, la densité, etc. Il faut dire les choses aux gens. Moi, j'ai très mal vécu quand certains ont commencé à expliquer qu'on ne pouvait pas utiliser le mot de nuisible pour les puces de lit, les punaises de lit, les rats, mais que c'était des animaux liminaires et qu'il fallait apprendre aux citoyens à cohabiter avec ces animaux liminaires. Je peux vous donner quelques villes et quelques adjoints à l'urbanisme ou élus en charge du logement qui ont tenu ce genre de propos et qui le tiennent encore à leurs administrés. Je dois dire que je pense que c'est jamais la bonne manière de faire, de venir imposer son idéologie sur des questions de vie quotidienne aussi sensibles. Ça vaut aussi pour la maison, et donc je le dis. L'autre point sur la maison, c'est pour les classes moyennes, l'accession à la propriété, et les classes moyennes populaire. C'est souvent synonyme d'ailleurs d'être une classe moyenne. Et l'effort à faire pour prendre le risque, devenir propriétaire, faire un emprunt et aller vers l'accession à la propriété, c'est ce qui souvent les définit. Et lorsqu'une classe moyenne ne peut pas accéder à la propriété, elle vit ça comme un déclassement, comme une violence. Et je peux vous dire que c'est un bruit sourd qu'on n'entend pas, mais qu'on paiera très cher un jour, je le crains. Et donc pourquoi je le dis? Parce que finalement, le fait que la maison soit exclue du prêt à taux zéro, ça bloque tout le parcours résidentiel. Parce que l'accession à la propriété, la maison, donc, c'est ce qui débloque le parcours et ce qui permet de l'hébergement d'urgence jusqu'à l'accession à tout le parcours de reprendre. Donc voilà, notre première priorité, notre première demande, c'est ce PTZ maison. Donc déjà, revenir sur cette discrimination et cette stigmatisation assez violente. 2, contre-productif, vous l'aurez compris. Et puis 3, on est aussi prêt, et ça va dans ce qui était dit sur la volonté d'être plus sobre, plus cohérent, de mieux penser les choses, aussi valoriser ce prêt à taux zéro lorsqu'il est vertueux. Par exemple, lorsqu'on est sur des opérations sur une friche, par exemple, eh bien, il faut élargir très largement l'éligibilité du prêt à taux zéro au-delà des profils et au-delà du zonage. Lorsqu'on est sur un site où on a un transport en commun en site propre, comme une gare, par exemple, là aussi, ça peut permettre des comportements vertueux. On doit pouvoir le rendre plus largement éligible. Donc, c'est vrai que la première des propositions, c'est le prêt à taux zéro. La deuxième proposition que nous faisons, c'est le permis d'aménager multisite ou le permis de renaturer, qui répond un peu à ce que disaient d'ailleurs nos collègues tout à l'heure, sur recoudre la ville et refaire des cohérences urbaines. Voilà, alors là, il s'agit pour terminer sur le prêt à taux zéro, la maison, si vous voulez, on ne rappelle pas assez que le mètre carré de construction individuelle terrain-maison, c'est 3 000 € le mètre carré, contre 4 700 en promotion moyenne. C'est comme ça depuis 40 ans. Toutes les règles, toutes les améliorations de produits d'industrialisation ont été captées par des constructeurs qui savent faire et qui font bien, qui font un prix moyen parce qu'il y a un mode de production qui est comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez, on bute là-dessus, quoi qu'on fasse, et c'est pas un problème idéologique, etc. C'est un mode de production, et donc ce qui explique notamment que les maisons font 113 mètres carrés moyens actuellement en France. Elles n'ont cessé de gagner quelques mètres carrés par année. Et alors que le collectif correspond à d'autres méthodes, d'autres produits, T2, T3, etc. Il est performant, si vous voulez, il n'y a pas d'opposition. Et nous, dans nos opérations, nous tenons, autant que faire se peut et que la demande locale le permet, nous tenons la chaîne de ces différentes typologies. C'est ça qui est important dans l'acte d'aménager. Et c'est pour ça que nous sommes très inquiets avec le ZAN. C'est la capacité que nous avons à répondre en faisant des nouveaux quartiers, éventuellement sur des friches, etc., quand il y en a. Mais c'est de rassembler des réponses. Et, les 2 propositions que je fais là maintenant sont sur l'acceptabilité. Actuelle. Donc, ce que nous voulons, c'est un permis d'aménager multisite qui permettrait de renaturer d'un côté et d'urbaniser de l'autre. Il y aurait une forme de compensation entre un secteur qui serait
réamélioré, renaturé, etc., si vous voulez, hein, et puis un secteur urbanisé. Voilà. Aujourd'hui, le concept de permis d'aménager multisite est très sectorisé, uniquement dans les cœurs de ville, les GOU, etc. Donc c'est une bonne procédure, et ce que nous voulons, c'est pouvoir inclure cette notion de renaturation. Voilà. C'est un concept qui existe en Allemagne. Qui permettra une plus grande agilité et une justification politique en quelque sorte aux élus, en disant, vous voyez, je fais de l'urbain, mais j'améliore un secteur. Le deuxième projet d'amélioration serait le permis d'aménager bioclimatique. De quoi s'agit-il? Il s'agit, la loi ZAN, la loi climat résilience, a voulu sauvegarder les fonctions des sols, les 4 fonctions des sols. Et ce que nous disons, c'est qu'après expérience, et nous pouvons le prouver dans les opérations test actuellement, on peut faire mieux après urbanisation qu'avant. C'est-à-dire qu'on peut avoir un quartier de résilience avec une canopée qui aura une meilleure température l'été qu'un champ l'été, donc l'agence d'urbanisme de Lyon l'a mesuré, ça déjà. On peut avoir de l'intégration de biodiversité sur les pleines terres, on peut avoir une meilleure stockage carbone, etc. Bref, on peut mieux faire dans un quartier pensé pour, et là encore, malheureusement, le neuf fait mieux que l'ancien, c'est-à-dire que planter des arbres dans un cœur de ville ancien pour rénover, ça va être difficile, si vous voulez. Je ne critique pas l'ancien. Il n'a pas été fait pour. Or, un quartier neuf, pensé, quelle que soit sa localisation, va permettre d'avoir un ensemble de réponses techniques, hein, puisque là, je parle de technique et on pourra le prouver. On est en train de mettre en place des labellisations qui permettront de vérifier, puisque il ne s'agit pas de greenwashing. Hein, je ne plante pas des pots de fleurs sur des terrasses. On fait du réel. Hein. Avec l'infiltration, etc. Donc on a intégré toutes les maîtres d'œuvre pour le faire. Donc là, je pense que c'est encore une option qui permettra de sortir de l'opposition entre d'un côté la sauvegarde, une espèce de sanctuarisation de tout ce qui est ENAF. Alors ça, c'est un terme administratif absurde qui met tout et qui ne prouve rien, parce que on sait bien que s'il y a 60% des terres qui ont perdu leur qualité biologique, c'est pas à cause des 2 ou 3% d'urbanisation des 40 dernières années. Si on a perdu 80% des pollinisateurs sur notre territoire, c'est pas à cause de ces 3% d'urbanisation. C'est pas vrai. Donc on est dans une crise collective, et je pense que l'urbanisation de quartiers nouveaux peut aider les jeunes générations à prendre confiance en l'avenir. Voilà un petit peu les deux propositions que nous faisons sur le permis d'aménager multisite renaturation et puis le permis d'aménager bioclimatique. Paul ? On a une autre proposition qui vise à remobiliser, puisque le but là aussi c'est de faire des cohérences urbaines et d'être sobre, encore une fois, sur l'utilisation du foncier, qu'on s'entende bien, notre démarche est d'aller vers la sobriété, de la maîtrise, et donc, mais quand on artificialise, parce qu'il faudra le faire, encore une fois, croire que juste la rénovation et la surélévation permettra de répondre aux besoins, c'est se tromper, en tout cas c'est faire fausse route. Je le dis aussi même de manière en termes de performance énergétique. Je vous invite à regarder, si vous n'avez pas encore vu, mais les conclusions d'Esther Duflo, prix Nobel d'économie sur les performances de la rénovation énergétique, qui, pareil, rappelle qu'à l'euro investi, on est sur quelque chose d'extrêmement discutable. Donc il faut aller vers ça, il faut le faire, mais il faut aussi se dire que voilà, on doit regarder une opération dans l'ensemble de son analyse de cycle de vie, l'ACV, pour vérifier si on a une performance environnementale. Et puis, je le répète encore une fois, il y a évidemment les questions sociales et économiques qui doivent y être liées. Donc pour remobiliser le foncier, refaire de la cohérence, on vient de décrire deux outils, un outil aussi pour le libérer fiscalement, et donc là le législateur et surtout Bercy sera forcément intéressé. On propose une taxe
qu'on ne vous demande pas de l'argent, mais une taxe, c'est-à-dire une taxe contre la rétention et la spéculation foncière. Vous aviez d'ailleurs, mesdames les sénatrices, travaillé un amendement sur le sujet qui visait à faire tomber, vous savez, les abattements dont on peut bénéficier lorsqu'on détient pendant de longues années du foncier. Donc, on s'est inspiré de cet amendement au projet de loi de finances 2022 à l'époque des sénateurs et on propose tout simplement de remettre sur le tapis cette proposition pour que le foncier circule. Voilà. Et je glisse également, on demande vraiment à l'État de mobiliser plus largement ces fonciers, particulièrement lorsqu'ils sont dans des enveloppes urbaines cohérentes et particulièrement encore plus évidemment lorsqu'ils sont déjà artificialisés. Donc une taxe. On propose le PUP élargi et inversé. Alors vous le savez, le PUP c'est un outil qui permet, on l'a dit, on est partenaire des élus locaux et on développe avec eux leur territoire, surtout en périphérie des métropoles. Et donc le PUP, c'est aussi une manière de cofinancer des équipements publics et parapublics. Aujourd'hui, on ne fait plus une opération d'aménagement sans demander, par exemple, à l'ARS ce que sont les besoins et à la mairie en termes de structure de santé. Donc si on construit un quartier, nos collègues architectes parlaient du béguinage. On fait beaucoup de béguinage, d'opérations de béguinage qui sortent partout en France dans nos opérations d'aménagement pour les personnes âgées. Mais on fait aussi des maisons de santé pour les élus, pour accueillir des médecins dans des déserts médicaux. Et donc, on veut renforcer plus encore ce dispositif des PUP au service des élus locaux. Toujours dans la même optique, la TVA maire aménageur, qui va avec la TVA maire bâtisseur de nos collègues de la FPI, puisque nous, le but, vous le savez, là aussi, c'est que les élus locaux qui ont le courage de construire pour répondre à la crise sociale que connaissent leurs administrés, et on sait que c'est difficile. 80% des Français disent qu'il faut plus de logements et que le logement est trop cher, mais 80% des Français vous diront qu'ils ne veulent pas qu'on en construise un devant chez eux. Et donc, on veut aussi répondre à ce paradoxe et soutenir les maires qui poussent des projets d'aménagement en leur permettant de récupérer une part de la TVA supplémentaire sur leurs opérations. L'idée, c'est de prendre les références des 5 dernières années et de dire ce qui est fait en plus serait partagé entre l'État et la collectivité sous une forme ou une autre. Je n'ai pas de taux, mais l'idée est de réinciter les élus locaux à construire en ayant un retour sur les permis, puisqu'ils l'ont perdu avec les dernières réformes fiscales. Et le dernier point de financement qu'on vous suggère, c'est le rétablissement de l'APL accession. L'APL locative a été conservée, mais et revenait plus cher d'ailleurs que l'APL accession. C'est le paradoxe, comme actuellement l'absence de PTZ comprime complètement l'activité et donc les recettes fiscales de l'État qui va s'en rendre compte si ce n'est pas déjà fait. Voilà un petit peu. Donc nous voulions insister, si vous voulez, sur ce caractère à la fois financier actuel et puis réintroduire l'acceptabilité, y compris par le biais de l'aménagement environnemental, qui nous semble une perspective culturelle. Il faut qu'on se batte là-dessus. Il faut que les citoyens voient que quand on construit, on crée de la solution. Merci beaucoup. Viviane, je laisse la parole. Merci de vos interventions à tous. Moi, j'avais une question sur les besoins annuels de logement, la slide que vous avez là-dessus. Vous y mettez aussi les résidences secondaires. Voilà. Et donc, le besoin ou les demandes de résidences secondaires sont en augmentation. Est-ce que cette demande, elle est territorialisée? Voilà. Est-ce qu'il y a, parce qu'on a bien vu après la crise du Covid, cette demande des habitants de nos villes de nature, ce besoin de nature. Et moi, j'ai été maire d'un petit village de montagne et j'ai vu arriver, juste après la crise de Covid, toutes les maisons neuves, vieilles, tout ce qui se vendait s'est vendu très cher et en des temps records pour des résidences secondaires. Donc, est-ce qu'il y a bien cette territorialisation de cette demande de résidence secondaire? Et justement, à ce propos, comment, je sais plus à l'ordre des architectes, on a beaucoup quand même parlé de ville, mais il y a aussi ce besoin d'aménagement de la ruralité
ruralité, je veux dire, et des campagnes de la montagne qui se trouvent confrontées à de multiples problèmes et aux besoins de logement de ces habitants habituels, de ces salariés, de ces saisonniers qui ne trouvent plus à se loger. Comment vous envisagez aussi ce réaménagement ou cet aménagement, cet urbanisme rural, je veux dire, qui permettrait aussi de faire cohabiter à la fois des résidences secondaires qui font aussi vivre l'économie et de certains de nos territoires, mais qui, si elles grossissent trop, empêchent aussi les locaux de se loger et les habitants à l'année de se loger. Je vais commencer ou allez-y, comme vous préférez. Écoutez, tout à fait. Alors sur la demande en résidence secondaire, donc, nous on fait la même analyse que vous, on ne porte pas de jugement, on a tracé finalement ce qu'étaient les demandes par territoire. Et donc je vous rajouterai toute l'étude, j'aurais pu rajouter aussi, c'est vrai, cette carte dedans, mais on a effectivement la cartographie précise. Donc là, si vous regardez au niveau, je vous ai pris l'exemple de la Bretagne, hein, qui est assez parlant à cet égard, mais je vous rajouterai la carte avec les besoins en résidence secondaire, vous verrez que ça recolle effectivement. Nous, notre sujet là-dessus, c'est comme ce que je disais sur les logements vacants. On ne peut pas faire une politique en disant, nous semble-t-il, on va réussir à régler d'ici 2030 ou voire d'ici 2050 un problème qu'on n'a pas réussi à régler ces 15 dernières années. Et donc, sur les réglementations, Airbnb, résidence secondaire, etc., on ne se prononce pas. On soutient évidemment toutes les initiatives qui vont être prises et vous soulignez justement l'équilibre difficile entre l'apport économique de cette industrie finalement et parce que c'est l'industrie du tourisme aussi, la résidence secondaire, et la colère parfois des habitants qui voient les prix monter et des logements être substitués. Donc on a mis la demande telle qu'elle est connue ces 5 dernières années, on l'a projetée sur l'avenir, voilà, pour être le plus factuel possible, et du coup elle est même sous-estimée par rapport à tout ce qu'on peut connaître à l'égard du Covid, puisqu'effectivement, après le Covid, on a connu une recrudescence de ces phénomènes, mais puisqu'on prend 5 ans auparavant, on prend également 2 années et demie avant le Covid. Et donc, on peut dire que dans cette étude, cette part des résidences secondaires aujourd'hui est sous-estimée par rapport à la dynamique qu'on connaît post-2020. Voilà. Donc on l'a posé comme ça, et sans préjuger qu'il y aura plus de demandes, ce qui est plutôt la tendance, ou en disant des politiques publiques efficaces vont être mises en place qui vont la faire baisser. C'est pour ça qu'on le fait apparaître. Les logements ne sont pas forcément les mêmes entre les résidences secondaires et puis les logements dont les travailleurs saisonniers ont besoin. Pour moi, cette opposition entre travailleurs saisonniers et résidences secondaires me paraît tout à fait surfaite et ne pas correspondre à la réalité des typologies. Enfin, il faudrait avoir une politique tout simplement dans ces secteurs touristique d'un accueil de populations qui ont besoin de travailler. Et c'est pas facile parce que justement pour les bailleurs sociaux, il y a une part il y a le problème des loyers sur une faible période de l'année. Un de nos adhérents, Procivis, crée des résidences à la fois pour les habitants et pour les saisonniers, pour les travailleurs, par exemple dans les Alpes. Vous voyez, donc c'est pour essayer de répondre de manière cohérente à cette problématique. Il y a aussi une notion qui est la réversibilité des logements, parce qu'on parlait d'Airbnb. Il faut aussi savoir que dans ces résidences secondaires, on inclut aussi évidemment les résidences de tourisme, et donc y compris l'hôtellerie. Il y a aussi cette part dedans, mais on l'a dit, ça fait partie aussi des 10 points de PIB aujourd'hui que représente le tourisme et ce type de loisirs. Et puis c'est vrai, une vraie économie pour les territoires, mais ça demande un équilibre très fin. Dans cette slide, vous avez aussi le renouvellement du parc, c'est-à-dire qu'on démolit 30 000 logements par an, ça c'est constaté, ce qui correspond bien aussi à la mutation de la ville sur la ville, si vous voulez, on en prend compte. Et le CEREMA avait bien mesuré que environ la moitié de l'urbanisation nouvelle se fait en ville, la ville sur la ville en quelque sorte. Ça c'est une donnée constante depuis un grand nombre d'années. Et puis vous avez une autre moitié qui se fait dite par extension. Et donc se pose toute la question des densifications et de l'urbanisation nouvelle. Voilà. Peut-être insister déjà sur la qualité patrimoniale des villages dont vous parlez souvent, et avec un taux de vacances important dans ces villages, et du fait
quand ils ne sont pas habités, une perte de qualité et parfois une dégradation de nos cœurs de ville qui font les qualités du patrimoine français. Hein. Donc il y a une vraie urgence sur cette vacance quand même dont vous parlez des villages et de la revitalisation, notamment dans nos villes et nos villages en milieu rural. Donc pour cette question-là, et notamment pour accompagner les élus, nous on a une proposition qui est un maire, un architecte, qui est l'idée d'accompagner en amont les élus locaux sous forme de conseils ou de plans guides pour leur donner un aperçu de comment envisager une cohérence globale dans leur village et dans l'aménagement de leur village. Par exemple, où est-ce que l'on peut penser une réhabilitation? Où est-ce qu'on va soustraire, comme je disais tout à l'heure, des bâtiments pour imaginer des logements? Comment est-ce qu'en fait on va revitaliser les cœurs de bourg sans pour autant s'étaler? En fait, on se rend compte que parfois on a des qualités urbaines qu'on n'imaginerait même pas, et on a même des gens qui disent je vais venir vivre à la campagne, qui se retrouvent dans un pavillon avec leur voiture sans jamais aller au cœur de leur village, alors qu'en fait au cœur du village il y a des maisons qui n'ont pas été réhabilitées ou pensées. Alors évidemment on les voit pas parce qu'on n'imagine pas la cour, la terrasse derrière, et toute cette pensée architecturale. Les OPA RU aujourd'hui sont compliqués à mettre en œuvre. Il va falloir beaucoup simplifier cet outil-là parce que c'est un bon outil qui est nécessaire, mais il faut lui permettre en fait d'être plus partenarial, c'est-à-dire que l'architecte qui est là en amont et qui fait un projet puisse ensuite, que ça puisse engranger un travail économique sur comment est-ce qu'on équilibre ces opérations. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure qu'il fallait permettre que les investisseurs aillent davantage vers la rénovation et davantage flécher des budgets vers ces types d'opérations pour ouvrir des outils de financement de ces opérations-là. Donc un maire, un architecte, pour nous, c'est des contrats en fait simples, mais qui permettent aux élus d'avoir une vision et pas de se dire comment je fais pour créer 2-3 logements, etc. Une autre chose, c'est qu'on n'a pas les opérateurs dans le rural. C'est-à-dire que combien d'architectes, comme moi encore il n'y a même pas 2 mois, sont sollicités par un élu qui dit mais moi j'ai un presbytère, il est super beau, il y a du terrain autour, comment est-ce que je peux créer du logement? J'ai besoin de 3-4 logements collectifs. Et en fait, pour ce type de marché-là, on n'a pas les opérateurs. À tel point que nous avons des archis qui essayent de voir comment créer en parallèle, puisque on n'a pas le droit de le faire dans notre activité d'architecte, on reste indépendant, en parallèle de la promotion rurale, ou essayent de travailler avec des micro-bailleurs sociaux, mais à part Solidarité Nouvelle pour le logement et avec ce qui s'est passé pendant la loi Elan, des micro-bailleurs sociaux, il y en a moins. Donc en fait, finalement, à part des investisseurs privés comme celui d'Aurillac dont je vous parlais tout à l'heure, ou alors une collectivité qui va prendre à bras le corps et se dire je vais faire 3 logements communaux, aujourd'hui, comment on aide des investisseurs qui n'ont pas une volonté à aller fabriquer des grands groupes, mais à s'installer dans des territoires pour favoriser un flux de logements. Et là, en fait, les solutions techniques, on les a. On sait le faire. Et surtout, c'est du patrimoine qui existe déjà. Donc, à partir de ça, on a vraiment intérêt aussi écologiquement à privilégier ces matières et ces ressources qui sont déjà là. Donc, il y a vraiment ces 2 enjeux. L'accompagnement en amont. Nous, on essaye de travailler avec le gouvernement aujourd'hui pour qu'il soit financé, parce qu'en fait, le problème des élus, c'est qu'ils n'ont pas les moyens, notamment dans les communes rurales, pour se dire je vais me faire accompagner en amont pour essayer d'avoir moi-même un projet politique de cohérence et savoir comment je vais prendre les choses. En fait, il n'y a pas les moyens. Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain donne des outils, mais pas forcément pour créer une cohérence. Et ça, aujourd'hui, c'est un enjeu énorme, et dans le conseil et dans l'accompagnement. Cet accompagnement et la revitalisation des centres-bourgs, ça passe par la mobilité. Aujourd'hui, les élus, on est en train de les accompagner pour réfléchir cette mobilité. Dans ma région, moi je suis en Nouvelle-Aquitaine, je viens de Bordeaux, ce qui est en train d'être fait, par exemple à Biganos, sur le bassin d'Arcachon, la question des saisonniers se pose. Et ce qu'on est en train de faire là-bas, c'est de créer des logements de saisonniers autour des gares et adapter les horaires de train à la fermeture des restaurants et des bars pour que ces saisonniers puissent ne pas prendre
de voitures et effectivement se rendre à ces logements. Donc ce sont de la programmation, de la planification urbaine, mais à plus grande échelle en réfléchissant pas que pour la construction, mais aussi autour de la mobilité. Donc ça, c'est une des solutions. L'autre exemple, toujours dans cette belle région, c'est le Pays Basque. Aux entretiens d'Inchoseta, on en a parlé, effectivement. Le COL, le bailleur social, qui a réhabilité une ferme en 5 logements, mitoyens, où effectivement en décorrélant le foncier du bâti, ils ont réussi à héberger 5 familles, des familles d'éleveurs qui n'arrivent plus à continuer l'activité familiale sur place. Donc c'est vraiment une politique aussi des collectivités qui ont accompagné ce type de construction. Le terrain, la maîtrise du foncier, c'est la base. De toute façon, le foncier, on le sait aujourd'hui, c'est la base des équations économiques. Et il y a une inventivité, j'ai envie de dire, la recherche et développement, ce n'est pas que dans les modes constructifs, c'est aussi dans les montages financiers. Et des choses très inventives sont en train d'arriver aujourd'hui, comme par exemple le viager libre, où on déloge la personne âgée, on lui paye une rente à vie, mais son logement qui était trop grand, on le réhabilite pour en faire du logement plus dense, loger une famille, etc. Donc les solutions existent, mais c'est une solution d'accompagnement. Et effectivement, c'est là où nous, on pense que dans notre maillage de 30 000 architectes sur les communes françaises, c'est presque équivalent. Il y a moyen qu'on accompagne les maires, notamment des petits villages et des petites villes, dans cette réflexion politique de leur plan guide et pour les accompagner. Voilà. Merci Viviane. Très rapidement, vous avez parlé de un maire, un architecte. Est-ce que vous, sur les territoires comme ça, on travaille beaucoup, nous, avec les CAUE. Est-ce que vous avez des relations avec les CAUE? Est-ce que vous... On le précise habituellement, je m'excuse, merci beaucoup On travaille beaucoup avec les CAUE. Les CAUE font souvent un travail de défrichage et ensuite, le plan guide, c'est quelque chose qui est un travail plutôt d'architecte, d'urbaniste, de paysagiste, en fait, d'équipe constituée. Mais en fait, les deux sont compatibles. On a même des CAUE qui permettent aux collectivités d'avoir un architecte conseil qui vient, par exemple, 2-3 fois par mois donner des conseils sur des sujets spécifiques. Donc, en fait, c'est un maillage territorial d'accompagnement au projet qu'on essaye de créer. Des CAUE, il n'y en a pas dans tous les départements. Ce sont des équipes qui sont parfois constituées de 8-9 personnes dans un milieu où il y aurait besoin de beaucoup de monde. Donc, l'idée est vraiment d'associer et de travailler ensemble pour assurer la meilleure qualité d'accompagnement des élus. C'est une mission qui, en fait, vous voyez, tout à l'heure, on parlait de mutation des métiers. Ça fait peur, ça fait peur à tout le monde. Les promoteurs, les aménageurs, on doit, nous-mêmes, on change, nos métiers changent. Je vais prendre cet exemple-là, c'est-à-dire passer du tout neuf à la réhabilitation, c'est des nouveaux modèles économiques. Nous, on a dû revoir notre façon aussi de penser nos honoraires. Passer des matériaux neufs aux matériaux de réemploi, par exemple, ça va changer aussi notre façon de concevoir. Donc, on est dans une mutation des métiers dont il ne faut pas avoir peur. On parlait, par exemple, tout à l'heure du prêt à taux zéro. Est-ce qu'on n'a pas les moyens de se dire... que ça serait sur le logement individuel et non pas sur la maison. Le logement individuel ouvrant un peu plus la perspective et pensant par exemple à la réhabilitation ou alors à cette maison individuelle vertueuse. Voilà, par exemple, quand on achète un logement individuel aujourd'hui déjà construit, on pourrait avoir ce prêt à taux zéro et pouvoir derrière réhabiliter, rénover, etc. Donc on a tous les outils qui existaient déjà, il va falloir les transformer pour les rendre plus vertueux, plus voilà. Les sols agricoles sont des sols qui offrent des fonctions qui sont aussi d'une souveraineté alimentaire. Donc quand on parle on peut pas comparer des arbres en ville et notre agriculture. Donc en fait pour nous il y a un changement de paradigme qui peut faire peur et c'est vrai et qui nous demande un questionnement à tous, qui nous demande de changer des choses qui ne sont pas simples à changer, parce que c'est plus difficile en fait. Je pense qu'on a pris une tangente facile depuis 40 ans,
à chaque fois. On utilise des matériaux les plus simples. On parle du coût de la maison, mais en fait, une maison qui est posée sur un sol sans faire d'études de sol, ça fait les retraits gonflements d'argile qui questionnent pour l'État au bout de 30 ans. Donc en fait, aujourd'hui, on a aussi ces questionnements-là à prendre en compte, qui sont n'ayons pas peur, avançons avec l'innovation et surtout prenons un peu de hauteur de vie sur qu'est-ce qu'on veut. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est en court et c'est en long et que la tangente ne donnera pas de résultat tout de suite si on l'inverse. Donc ce courage est compliqué et je comprends que ce soit une situation compliquée pour les élus locaux notamment. Merci, parce que le temps tourne et on a d'autres aussi, et vous aussi, je présume. Moi, j'aurais juste 2 questions à vous poser sur des idées. Alors, elles sont pas forcément complètement nouvelles, mais dont on entend beaucoup parler. Est-ce que pour vous, ce sont de véritables opportunités? D'une part, c'est la transformation des bureaux en logements. Quelle est votre approche? Qu'en est-il? Et la deuxième, c'est qu'on entend et on voit beaucoup particulièrement de grandes villes, et je prends la ville de Nice dont je suis élue, qui se lance dans la question des surélévations dans le parc privé. On a identifié, nous, avec des études très complètes, un grand nombre de gisements du logement qui pourraient voir le jour avec cette surélévation, et puis aussi ensuite avec la surélévation qui permettrait de payer la rénovation énergétique dans la copropriété. Donc j'aurais voulu un petit peu vous entendre sur ces 2 points. Oui, effectivement, ce sont les solutions qui sont aujourd'hui sur la table. Ce ne sont pas les solutions simples. On vient de le dire, effectivement, la simplicité, de toute façon, est derrière nous. Il va falloir qu'on se creuse la tête pour trouver des solutions. Les bureaux, leur typologie, leur épaisseur fait que c'est très difficile aujourd'hui de répondre à la fois à la construction d'un logement traversant et un espace extérieur pour tous et utiliser ces bureaux. Mais les solutions existent. Tous les jours, on est en train de travailler dessus. Et effectivement, l'avantage, c'est qu'une partie de la construction est déjà là et qu'on va venir sculpter dedans, parfois même créer des patios au milieu pour pouvoir apporter cette ventilation naturelle, cette lumière. Effectivement, c'est pas simple. Ça peut même être plus coûteux, mais c'est du foncier disponible qu'il va falloir repenser et qu'évidemment on ne peut pas démolir, sinon le poids carbone n'est pas acceptable. Aujourd'hui, il n'est pas soutenable pour notre société. Ça, pour les bureaux, c'est un vrai sujet. En plus, les bureaux, comme si on prend l'exemple de Paris, par exemple à la Défense, sont assez bien situés, proche des transports en commun. Donc, pour le coup, il faut soustraire le prix qu'il y a pour apporter la mobilité à ces bâtiments-là. Donc ça, c'est un avantage indéniable qui rend l'opération quand même intéressante pour les collectivités. Maintenant, effectivement, il y a une réflexion à faire pour voir est-ce qu'il ne faut pas travailler sur le fait de décorréler le foncier, encore une fois, du bâti, avec un achat de la collectivité de ces bâtiments et après céder que la partie bâtie pour une rénovation ou des beaux constructions comme c'est en train de se faire par Bordeaux Métropole, qui est un peu dans cette perspective-là. Et ensuite, la surélévation. La surélévation, effectivement, c'est quelque chose que depuis des années, nous avons essayé de porter. Il y avait une véritable résistance, effectivement, de la part des élus et de la population, parce qu'à partir du moment où le terrain, on pensait qu'il était disponible, on préférait aller construire là où la vue était dégagée, on pouvait respirer, etc. Mais c'est vraiment une opportunité pour aider aussi les copropriétaires à rénover leurs bâtiments. Et donc, c'est vraiment dans le cadre d'une démarche de diagnostic global sur un immeuble, de voir comment on peut apporter en rapportant des étages au-dessus, créer un ascenseur par exemple, dans la perspective du vieillissement de la population. Créer un ascenseur en créant ces étages en plus, ça apporte des finances pour le faire. Souvent, dans les centres-villes en France, il y a une valeur patrimoniale qui fait qu'on ne peut pas faire d'isolation par l'extérieur. Et donc, il faut travailler sur le chapeau et les chaussettes, comme on dit. Et effectivement, dans ce cas, on vient faire une isolation renforcée par ce travail de la toiture qu'on rehausse et qui améliore énormément, effectivement, la performance énergétique. C'est l'occasion de payer aux copropriétés l'opportunité de changer leurs fenêtres, qui sont souvent les points de fuite. Donc oui, c'est effectivement, on l'a suggéré, mais on ne l'a pas développé. C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui et qu'on n'a pas le choix et qu'il va falloir faire.
Deux petits points pour aller dans ce sens-là. Il y a aussi les zones d'activité tertiaire et les zones commerciales où il y aura des vrais enjeux, les zones commerciales étant souvent du foncier privé. Et donc là, il va y avoir un vrai enjeu pour les collectivités à ne pas être exclus de l'aménagement de ces zones-là parce qu'il y a un vrai intérêt public sur les entrées de ville. Dire aussi que si la Commission a besoin de visiter sur les transformations de bureaux en logement, on se tient à disposition pour le faire. On a plusieurs exemples en centre-ville à Paris, donc ça peut se faire très simplement. Il ne faut pas négliger aussi l'apport du hors-site dans la surélévation, c'est-à-dire en fait construire ailleurs pour amener et construire plus vite, c'est-à-dire qu'en fait les chantiers sont très rapides et on peut le faire et à faible nuisance, donc intéressant pour les populations, et on peut le faire en surélévation mais aussi parfois en cœur d'îlot dans des parcelles où on a l'impression qu'on ne peut pas aller pour construire parce qu'on ne peut pas mettre forcément de grands outillages, mais où par exemple avec le hors-site on peut, nous architectes, travailler sur la conception de logements à l'intérieur, et ça aussi on peut vous faire visiter des choses qui se font à Paris, donc on se tient à disposition pour montrer des exemples concrets, et dans le milieu rural pareil, madame, si vous le souhaitez, sur des exemples extrêmement concrets, pas de problème pour des visites. J'aimerais juste insister quand même sur l'urgence de massifier quand même les solutions de logement. C'est-à-dire qu'on a une crise. Dans les stats qu'on vous a mis, vous avez vu en grisé population non logée, population en ménage. Si vous regardez les chiffres de la Fondation Abbé Pierre ou de l'USH, ils comptent aussi les gens qui souffrent dans leur logement. Donc aujourd'hui, on a quand même une situation sociale qui est très violente, et j'insiste sur le fait qu'il faut apporter des réponses qui permettent d'être massifiées, y compris en termes de coûts. Et pour aller sur ce qu'on vient d'aborder, c'est formidable le rehaussement des immeubles, ça cartonne, ça marche très bien à Paris, Nice, Lyon, enfin dans des grandes villes où le foncier est très cher. Dès qu'on sort de ces cœurs de ville, on a un équilibre économique qui n'existe plus. On est en partie sur le même sujet pour les bureaux, et c'est là où on réinsiste sur les besoins, leur localisation et leur typologie, parce qu'il ne faudrait pas que de fausses bonnes idées nous fassent nous illusionner sur la capacité à répondre. Pour vous donner des ordres de grandeur, on parle de 3 millions de mètres carrés de bureaux. Alors 3 millions de mètres carrés, ça paraît gros, mais en fait, si vous voulez, rapporter en logement, c'est 30 à 40 000 logements. C'est la moitié d'une année de production en région parisienne, donc Île-de-France, pardon. Donc vous voyez qu'on n'est pas au niveau des enjeux. Nous insistons sur le fait que toutes ces bonnes solutions additionnées, malheureusement, ne correspondent pas aux besoins ni à la localisation dont nos concitoyens ont besoin. Si vous voulez, on est sur les fondamentaux. Je vous ai rappelé des prix de mètre carré. C'est les fondamentaux. Et vouloir en sortir, c'est s'orienter vers des impasses. Voilà. Par rapport à notre pays, qui est le pays qui, en Europe, construit le plus. Et si on a peut-être plus construit ailleurs, c'est qu'on a eu une croissance démographique que d'autres voisins n'ont pas eue. Et donc, il n'y a pas de honte. On construit en moyenne 400 000 logements neufs. Les Allemands faisaient beaucoup moins. On était à 270 000 puisque on fait partie d'une même fédération européenne. Les Anglais encore moins, etc. Donc, et encore, c'est des grands pays. Donc, c'est des ordres de grandeur. Voilà. Et une fois encore, nous partageons avec nos confrères et consoeurs architectes le souci de la qualité. Nous avons des architectes dans toutes nos opérations, des paysagistes, etc. Enfin bref, je pense que c'est une vision globale que nous devons avoir des projets, de leur insertion. Et notamment, on ne l'aura pas si on n'a pas les fonciers nécessaires. Et la division actuellement qui nous inquiète, c'est que par simplicité administrative, l'État retire, les préfectures retirent des secteurs d'urbanisation au bénéfice du BIMBI, et on va continuer le phénomène gilet jaune. Voilà, c'est la division à l'unité, etc. C'est ça le grand phénomène, et pour nous, le grand risque social. Eh bien, merci beaucoup. Merci, mesdames, messieurs, pour ces échanges qui ont été passionnants. Voilà, donc, écoutez, on en tirera, j'en suis persuadée, voilà, tout le nécessaire pour que nous puissions, dans notre rapport aussi, porter votre voix et apporter un certain nombre de solutions. En tout cas, je retiens bien volontiers, Madame la Présidente. On va regarder ça et on reviendra vers vous pour qu'on puisse organiser une visite avec une délégation de la Commission des Affaires
affaires économiques. Je pense que ça sera très intéressant parce qu'on en parle beaucoup, mais moi-même, j'ai du mal à visualiser et à me rendre compte directement de ce que ça peut représenter. Avec grand plaisir, on vous organise ça. Très bien. Merci beaucoup.